Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Coin Recherche. Et oui, comme je vous l'avais annoncé depuis un certain temps, et même encore tout récemment, je vous avais dit que je voulais relancer ce concept de Coin Recherche. Donc je rappelle le principe, les coins recherche sont faits pour essayer de vous montrer ce qu'on peut faire en recherche, et notamment ce que je fais en recherche, et d'essayer de le montrer à un niveau de classe préparatoire. Donc c'est-à-dire que je vais essayer d'expliquer ce que je fais sans forcément trop rentrer dans les détails. Bon, parfois oui, parfois non. Et si je rentre dans les détails, s'il y a vraiment des détails trop techniques, je vulgariserai les choses. Mais le but c'est d'essayer de faire comprendre ce que je fais en recherche à des étudiants de classe préparatoire qui peut-être s'intéresseraient à ce qu'on pourrait faire en recherche en mathématiques. Alors évidemment, comme toute personne qui fait de la recherche, quand on fait de la recherche ou quand on se lance à faire de la recherche, il va falloir se spécialiser dans un axe très particulier de mathématiques, une branche vraiment très particulière, très précise, contrairement à ce que je pensais il y a des années de ça. Et donc j'en profite pour le dire ici, s'il y a quelques-uns qui veulent se lancer dans les recherches, il faut savoir qu'on va devoir se spécialiser de plus en plus, et donc de plus en plus vers une branche bien particulière des mathématiques, ce qui fait que n'importe quel chercheur avec qui vous discuterez aura beaucoup de mal, si vous devez lui demander d'essayer de discuter de quelque chose d'autre qui n'a pas vraiment un lien avec ce qu'il est en train de faire en ce moment. Ça va lui être très difficile d'essayer d'expliquer des choses qui sont en dehors de son cadre de recherche habituel. Donc, évidemment, ce que je vais présenter en recherche sont proches de ce que j'aime faire, de ce que je fais en recherche, et donc évidemment sont proches d'une branche bien particulière de mathématiques. Là, ici, je jongle avec deux branches bien assez particulières qui sont la combinatoire et la théorie de représentation d'algèbre que j'ai déjà pu vous présenter lors de la saison 1. Et ici, je vais vous montrer un autre lien qui peut exister entre cette théorie des représentations et une combinatoire, ici la combinatoire des mots. Et donc c'est ça, le titre de ma deuxième saison du Coin Recherche. Ce titre est le suivant, mots parfaitement amassants et modules bande-briques de certaines algèbres aimables. Et donc le lien par rapport à ce que je disais sur le fait que je ne peux pas vous présenter des trucs en recherche qui sont trop éloignés par rapport à ce que je fais, vous le voyez encore ici, j'adore travailler avec les algèbres aimables, vous l'aurez peut-être déjà compris pour ceux qui auraient par curiosité regardé quelques épisodes de Coin Recherche de la saison 1, je vous ai beaucoup parlé de ces algèbres, et je vais vous en parler encore à nouveau ici, mais peut-être avec un angle assez différent, ou alors avec un angle beaucoup plus précis, puisqu'on ne va pas s'intéresser à n'importe quelle algèbre aimable, on va s'intéresser vraiment à une algèbre très particulière. J'ai déjà eu aussi l'occasion de vous parler des modules bande-briques, puisque les modules bande-briques, on avait déjà vu. Alors bande-brique, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de ça, mais les modules d'une algèbre aimable, on en a déjà parlé, c'était lié à des représentations sur un certain carquois. Mais je vais y revenir, pour ceux qui n'ont jamais vu ces épisodes-là, qui n'ont pas vu cette saison 1, je vais essayer de faire en sorte que cette saison 2 soit indépendante de la saison 1. Donc au sens où vous n'aurez pas forcément besoin de jeter un coup d'œil à la saison 1 pour pouvoir suivre la saison 2. D'accord ? Je vais essayer de faire au mieux. Il y a peut-être des choses où je vais peut-être lancer une certaine facilité, une certaine simplicité, mais je vais quand même essayer de faire mon maximum pour que cette saison 2 soit vraiment quelque chose d'assez indépendant de ce qui se passait pour la saison 1. Ok, et donc voilà, mon but ça va être maintenant, pour cette saison 2, d'essayer de vous expliquer ce lien qui peut exister entre ces deux choses qui a priori n'ont rien à voir entre elles, quelque chose en combinatoire de mots et quelque chose en théorie des représentations d'algèbre. Ça aussi, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant. Et donc, je vais essayer de vous présenter ça. Donc, c'est un travail en collaboration. Je vous citerai les noms des autres collaborateurs en temps voulu. Pour l'instant, je vais me lancer à vous expliquer, pour cet épisode, ce que sont les mots parfaitement amassants, ce qui constitue le début de mon titre. Ok, alors maintenant que les présentations sont faites par rapport à cette saison, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors la question déjà, c'est quoi un mot ? Voilà. Alors pour les étudiants de prépa qui auraient fait option informatique, ou qui sont en train de faire option informatique, vous avez pu, ou vous pourrez, manipuler des notions de mots sur un alphabet. Bon, alors moi je vais partir du principe que
on ne sait rien. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas parler que à des étudiants qui sont en classe info. Je vais parler également à des étudiants qui font peut-être la spécialité SI, ou voire même à d'autres étudiants qui n'ont rien à voir avec la MPSI ou des choses comme ça. Toutes les filières confondues, je rappelle, devraient être représentées sur cette chaîne. J'espère avoir fait mon maximum, même si évidemment les exercices de maths que je propose sont assez difficiles et donc évidemment touchent davantage les filières où il y a des mathématiques qui sont beaucoup plus présentes. Mais mon but, encore une fois, c'est d'essayer de toucher à un maximum de filières. Et donc, bon, bah là, je vais essayer de présenter les choses vraiment en repartant du début. Ok? Et puis, bon, bah, je vais faire des liens avec des choses peut-être que vous avez déjà vues dans les mathématiques que vous avez pu apprendre pour la prépa, quand les moments me le permettent, bien sûr. Ok, alors, c'est quoi un mot donc? Bah, pour pouvoir parler d'un mot, il me faut un alphabet. C'est quoi un alphabet ici? Eh bien, un alphabet, pour moi, ça va être un ensemble fini, sigma. Donc en général, ça va être un ensemble fini. Ça peut ne pas être un ensemble fini de manière générale, mais ici, je vais travailler avec un ensemble fini. Et je vais faire même plus que travailler avec un ensemble fini, je vais travailler avec un ensemble fini qui va être ordonné totalement. Donc il va y avoir un ordre total sur les éléments de l'ensemble. Je vais pouvoir dire qui est plus petit que qui est plus petit que qui, etc. Je vais pouvoir vraiment dire, voilà, faire une chaîne où je vais dire qui est plus petit que qui. Alors pour faire vraiment très simple, je ne vais pas mettre n'importe quelle lettre, je vais mettre juste des chiffres. Et vous aurez très bien compris qui est plus petit que qui. Donc là, ici, mon alphabet, ça va être tout simplement l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à n. Voilà. Alors après, c'est quoi un mot? Alors, cela m'amène à une première définition. Un mot, W, est une suite. Donc, est une suite. Ici, je vais la considérer finie. De lettres. Donc lettres W et les lettres, c'est les éléments de l'alphabet. Et puis placées dans un ordre précis. Donc placées dans un ordre précis. À vrai dire, je pourrais m'arrêter juste en disant que c'est une suite de lettres. Parce que dire que c'est une suite de lettres, ça veut dire que j'ai bien un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Mais bon, pour essayer d'être un peu plus précis pour certains qui ont un peu de mal avec ça, je leur dis juste que voilà, on va donner un ordre précis d'emplacement pour chacune des lettres. Ok, alors je vais donner des exemples de mots. Voilà un premier exemple de mot. Alors, le premier exemple de mot que je peux vous donner, ça serait le suivant. 1, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4. Voilà un exemple de mot. Alors, ce mot, je ne le vois pas comme un nombre. Je le vois vraiment comme une suite de lettres. J'ai un 1, puis un 4, un 1, un 3, un 2, un 2. C'est pas un nombre. Hein. C'est une suite de lettres. Ok? Alors, je vais faire un autre exemple. Prenons W2 et W2. On va dire que ça va être un exemple un peu plus petit. Disons 1, 3, 1, 2, 2, 1. Ouais, disons celui-là. On verra bien ce que ça donnera. Donc disons celui-là. Ok, donc voilà deux exemples de mots avec lesquels je vais travailler. Donc l'ensemble des mots, j'en profite, l'ensemble des mots, eh bien on va le noter sigma étoile. Dans l'ensemble des mots, il va y avoir aussi un mot très particulier qui va apparaître. C'est le mot où j'ai pris aucune lettre. C'est ce qu'on va appeler le mot vide. Donc il existe un mot vide et ce mot vide on va l'appeler epsilon. Donc le mot vide c'est le mot où il n'y a aucune lettre. Ok. Bon, ceci étant dit maintenant, sur les mots, il existe une certaine opération que je peux faire sur les mots et cette opération c'est une opération très facile à faire comprendre, c'est la concaténation. Alors c'est quoi la concaténation? Je vais vous le faire sur un petit exemple. Imaginons qu'on veuille concaténer W1 avec W2. Eh bien, concaténer ces deux mots, ça veut dire que je dois donner le mot qui va être formé d'abord par les lettres de W1 et je le continue avec les lettres de W2, dans le même ordre bien sûr. Donc, je vais obtenir la chose suivante. 1, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 2, 1. D'accord? Donc la concaténation, c'est juste prendre
les lettres du premier mot, les lettres du deuxième mot, et puis faire un mot, former un mot avec ces lettres. Tout en gardant l'ordre qu'il y avait pour W1 et pour W2. Ok, alors vous remarquerez que l'opération de concaténation, c'est pas commutatif. Si je fais W2 avec W1, c'est assez clair que je ne vais pas obtenir la même chose. Très bien. Mais il se trouve quand même qu'il y a une certaine structure qui va être donnée par cette opération, en plus que je vais munir sur cet ensemble. Et en fait, l'ensemble muni de cette opération de concaténation, donc le point, c'est ce qu'on va appeler la concaténation. La concaténation de mots. Et le lien, la structure qu'on aura posée grâce à cette concaténation, c'est que l'ensemble des mots donc munis de cette opération de concaténation, eh bien, ça va former un monoïde. Alors monoïde, bon, on connaît peut-être pas ce mot-là. Je vais vous expliquer ce que c'est un monoïde à partir de quelque chose que vous connaissez bien. Je vais vous rappeler ce que c'est un groupe. Alors un groupe c'est quoi? Un groupe c'est également un ensemble muni d'une opération, étoile, et qui doit vérifier certaines conditions. La première condition, c'est que la loi étoile est interne. Donc loi étoile est interne, ça signifie quoi? Ça veut dire que si je prends A et B dans le groupe, eh bien A étoile B est aussi dans le groupe. La deuxième chose que vérifie la loi étoile, c'est le fait qu'elle est associative. Donc associatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais A étoile B entre parenthèses étoile C, eh bien ça va être la même chose que, oups, j'ai mis une parenthèse, j'aurais pas dû, A étoile, parenthèse, B étoile C. Donc c'est-à-dire que l'ordre des calculs importe peu. Ça donne le même résultat. La troisième chose, c'est qu'il existe un élément neutre, que je vais noter E ici. Donc un élément neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais E étoile A, ça fait A, et c'est la même chose aussi que A étoile E. Donc c'est ça, dire que E est un élément neutre. Et puis enfin, la dernière chose, c'est que tout élément du groupe admet un symétrique pour la loi étoile. Donc pour tout A dans le groupe, il existe B également dans le groupe, tel que A étoile B est égal à l'élément neutre qui est égal à B étoile A. Bon voilà, alors ça, c'est ce qui forme un groupe. Bon pour avoir un monoïde, qu'est-ce qu'il faut? Alors, je vais encadrer le monoïde et puis je vais mettre des checks aux choses que l'on a et barrer ce qu'on n'a pas. La première chose, c'est est-ce que la concaténation est une loi interne? La réponse est oui. Si je prends deux mots, quand je concatène deux mots, j'obtiens encore un nouveau mot. De longueur finie. Bon donc tout va bien. La loi étoile, donc la loi concaténation ici, est bien interne. Donc pour avoir un monoïde, il faut qu'on ait une loi interne. Ensuite, la deuxième chose, pour avoir un monoïde, il faut que la loi soit associative. Il est assez clair que si je fais la concaténation dans l'ordre que je veux, donc quand je dis dans l'ordre des opérations que je veux, je peux très bien dire W1, donc si je fais W1 concaténé avec W2 avant de concaténer avec W3, ça revient à la même chose que faire W1 concaténé avec W2 qui est déjà concaténé avec W3. Je pense que ça, c'est assez clair que cette associativité va être vérifiée. Il suffit vraiment de l'écrire, il n'y a rien de méchant. Donc oui, pour avoir un monoïde, il faut que la loi soit associative. Est-ce qu'il y a un élément neutre pour la loi concaténation? La réponse est oui, il y a un élément neutre, et cet élément neutre, c'est lui. C'est le mot vide. Donc le mot vide concaténé avec n'importe quel mot, ça fera le n'importe quel mot. Ok? Donc oui, il y a un élément neutre. Et donc la seule différence, c'est la suivante. La seule différence, c'est ça. C'est que pour n'importe quel mot, il n'y a pas forcément un symétrique. Bon voilà, pour avoir un monoïde, il suffit d'avoir les trois premières conditions qui font qu'on ait un groupe. La troisième et la quatrième, on l'a pas. Donc bon, en particulier, un groupe est un monoïde
D'accord? Puisque bon voilà. Mais pour avoir un monoïde, j'ai pas forcément besoin d'avoir la dernière condition. Okay. C'est pas que je dois pas l'avoir, c'est que je dois pas forcément avoir cette dernière condition. Bon, et là ici c'est même encore pire, puisque si je prends un mot qui est différent du vide, ce mot n'admet pas d'inverse. C'est encore pire. Le seul élément qui a un inverse, c'est l'élément vide. Donc bon, on va pas pouvoir faire énormément de choses a priori avec cette combinatoire. On pourrait, enfin cette combinatoire, cette structure. C'est assez étonnant de se dire oui, on travaille avec une structure qui est quand même peu riche, encore moins riche qu'un groupe. Je vous rappelle qu'un groupe, c'est quand même, il n'y a pas grand chose dans un groupe. C'est quand même, enfin, je pense notamment aux gens qui ont déjà manipulé cette notion. Vous devez vous rendre compte que voilà, là, on se retrouve avec quelque chose qui est encore plus pauvre qu'un groupe. Ok, bon alors c'était une petite parenthèse sur la concaténation parce que ça va me servir un petit peu pour la suite. Alors il me faut encore donner deux petites définitions avant de vous expliquer ce qu'est un mot parfaitement amassant. Alors je fasse un petit peu ce que j'ai écrit là. Alors, la première définition que je vais donner, sur les deux qui me restent à donner, sur les deux définitions qui me restent à donner avant de donner ce que je veux donner, ce qu'il y a comme but ici pour ce point recherche, c'est la définition de... Donc là je suis en train de chercher une clé, tout va bien, bon, c'est pas grave. C'est la définition d'être conjugué à un mot. Donc un mot W, on va écrire W1 jusqu'à WP avec les WI des lettres, sera dit conjugué à un mot Z. Alors normalement je devrais dire conjugué cycliquement à un mot Z, si et seulement si, eh bien il existe un I compris entre A et P, tel que, eh bien, Z peut s'écrire WI jusqu'à WP, puis W1 jusqu'à WI-1. Alors, de manière très imagée, qu'est-ce qui s'est passé entre le mot W et le mot Z? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tourner les lettres comme s'ils étaient sur un tapis roulant. D'accord? Donc, je suis parti comme ça, j'ai fait tourner, il y a WP qui est arrivé devant, les autres sont derrière. Puis après WP-1, WP-2, et ainsi de suite jusqu'à WI. Donc WI jusqu'à WP, puis ensuite W1 jusqu'à WI-1. Donc c'est ça, être conjugué. Être conjugué, c'est pouvoir passer d'un mot à un autre en quelque sorte faisant tourner les lettres qui apparaissent dans le mot. Ok? Alors on va faire deux exemples, un exemple et un contre-exemple. Un exemple, eh bien si je prends le mot Z, qui serait par exemple, disons, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 2, c'est ça. Donc si je prends ce mot-là, il est bien conjugué. Lui, il est conjugué à W1. C'est pas très dur à vérifier. D'accord? Donc là, on peut se rendre compte que, alors, si je regarde ces lettres-là, donc 2, 3, 1, 4, c'est les lettres qui apparaissent ici. Et tout le reste sont les lettres qui sont ici. Ok, donc c'est bien cycliquement conjugué. Tout va bien. Alors, un contre-exemple, maintenant, si j'avais pris W3 comme étant égal à 1, 3, 1, 2, par exemple, et que je prends Z égale 1, 3, 2, 1, eh bien, les deux mots ne sont pas conjugués cette fois-ci. Alors pourquoi? On peut juste se le prouver à nous-mêmes en faisant tous les conjugués de ce mot-là. Donc tous les conjugués de ce mot-là, ça va être les suivants. Je vais avoir 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 3, et ensuite 3, 1, 2, 1. Et on voit qu'aucun de ces mots, j'en ai pas d'autres, et on voit qu'aucun de ces mots conjugués à W3 n'apparaît pour Z. Donc c'est bon, W3 n'est pas conjugué avec Z. Alors vous remarquerez que j'ai posé un symbole pour parler de l'équivalence, et enfin que de cette idée d'être conjugué, et donc je viens de spoiler, en effet cette relation va être une relation d'équivalence. Donc la relation de conjugaison
est une relation d'équivalence. Voilà, donc relation d'équivalence, je rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que si j'ai W qui équivaut à Y et que j'ai Y qui équivaut à Z, et bien ça va impliquer que W équivaut à Z. Donc ça, c'est la transitivité. Ensuite, on a le fait que la relation va être symétrique. Donc c'est-à-dire que si j'ai W qui équivaut à Y, ça va être équivalent à dire que Y équivaut à W. Et la dernière chose, c'est le fait que ce soit réflexif. Eh bien, il faut que W soit en relation avec lui-même. Donc ces trois conditions sont vérifiées pour la relation de conjugaison. Donc tout va bien, on a bien ce qu'il faut. Donc c'est bien une relation de conjugaison. Et donc cette relation de conjugaison, je vais donc maintenant la noter avec une vague, si je veux simplifier un peu les choses, pour la suite. Ok, donc ça c'est la relation de conjugaison et c'est le fait d'être conjugué. Alors maintenant je préciserai plus cycliquement, mais à chaque fois que je parlerai de conjugaison, je parlerai de conjugaison cyclique, comme là je viens de l'expliquer. Alors maintenant il faut que j'explique la définition de mot primitif. Encore une fois, n'hésitez pas à faire une pause hein, si vous avez envie de revoir une partie parce que c'était pas très clair. Donc, un mot W est dit primitif si et seulement si il n'existe pas de mot Y tel que W s'écrit Y concaténé avec Y, concaténé avec Y, concaténé, etc. jusqu'à concaténer avec Y, K fois, avec K plus grand que 2. Donc c'est ça, un mot qui sera dit primitif. C'est un mot qui vérifie cette condition qu'il n'existe pas de mot plus petit tel que W et la puissance de ce mot-là. On peut comprendre ça comme ça. Ok, alors... un exemple, tout d'abord l'exemple W1 et même W2. Donc W1 et W2 sont primitifs. Sont primitifs. Maintenant des contre-exemples. Si je vous propose le mot 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, ce mot-là n'est pas primitif. Car on peut voir qu'on a concaténé deux fois le même mot, hein. Donc on a ce mot qui apparaît deux fois. Un autre exemple, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et bien lui non plus n'est pas primitif. Ok, parce que cette fois-ci, on a 6 copies du même mot. Ici, c'est le même mot considéré par une seule lettre qui est 1. Donc voilà la notion de mot primitif. Et bien maintenant, je vais pouvoir me lancer à vous parler de la notion de mot parfaitement ramassant, qui est donc le but de cet épisode. Alors pour expliquer ça, il va falloir maintenant que je vous explique ce que c'est une certaine transformation. Je vais devoir vous introduire ce que c'est ce qu'est une certaine transformation, la transformation qu'on appelle la transformation de Burrows-Wheeler. C'est un mot qui fait peur. Formation de Burrows-Wheeler. Bon, c'est un mot qui fait peur, mais vous allez voir que c'est une transformation qui n'est pas difficile du tout. Alors, je n'ai pas donné la définition de comment marche la transformation de manière générale, mais je vais faire ça sur des exemples, et vous allez très vite comprendre comment marche cette transformation. Je vais prendre donc W1 ici, et je vais essayer de calculer la transformation de W1. Là, 3, 2, 2, 3, 1, 4. Alors, il y a plusieurs étapes, essentiellement il y a 3 étapes. La première, il faut calculer... Alors, je vais essayer de faire en sorte que mon tableau soit bien ordonné. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les étapes ici.
sera plus facile. Donc la première étape, c'est que je dois calculer tous les mots qui sont conjugués à W. Donc le mot que je viens de choisir ici, W. Donc première étape, je dois calculer toutes les classes de conjugaison. Alors les classes de conjugaison, bah c'est parti. On a 1, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, le mot lui-même. Puis après, bah, je fais du tapis roulant. Donc je vais avoir 4, 1, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1. Alors attendez, est-ce que j'ai pas fait de bêtises? Non, j'ai pas fait de bêtises, mais c'est juste qu'il y a un moment, je me suis décalé et je voulais pas me décaler. Donc 2, 2, 3, 1. Je vais faire en sorte à chaque fois que l'emplacement de la lettre, donc là la première lettre est avec la première lettre, la deuxième lettre avec la deuxième lettre, et ainsi de suite. Vous allez mieux comprendre pourquoi une fois que je les aurai ordonnés, parce qu'il va se passer quelque chose de très sympathique normalement. Donc, normalement je dis bien parce que j'espère que là les calculs vont bien se passer sur ce mot. Donc, donc j'ai ça, ok, alors maintenant je continue, je vais faire... Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait venir le 4, maintenant je vais faire venir le 1, donc 1, 4. Vous pouvez très bien faire le calcul en faisant dans l'autre sens, en faisant tourner les lettres dans l'autre sens. Ça marche aussi. Donc 1, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 2, 3. Ensuite j'ai 3, c'est ça, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 2. Ensuite j'ai 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 2, ensuite j'ai 2, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 3. Ensuite j'ai 3, 2, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1. Bon, c'est un peu pénible à calculer, mais là je le fais vraiment, c'est pour l'exemple, et je voulais faire un grand exemple pour que vous voyez quelque chose se produire. Donc 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 1, 4. Est-ce que l'étape suivante j'ai terminé? Pas encore. Donc il me reste juste une étape. 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 1. Et là normalement j'ai terminé parce que si je refais encore un tour, je reviens au mot de départ. Donc voilà, donc là je viens de calculer tous les mots qui sont dans la classe de conjugaison du mot de départ. Ok? Bon. Alors vous remarquerez que le nombre d'éléments qui sont dans la classe d'équivalence par conjugaison du mot correspond exactement au nombre de lettres du mot. D'accord? Donc là il y a 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc là normalement je dois avoir 9, 3 et 3 et 3. Donc en effet ça fait 9. Tout va bien. Bon, alors ça c'était la première étape. La deuxième étape, il me faut ordonner les mots de cette classe de conjugaison dans l'ordre lexicographique. Lexicographique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? L'ordre lexicographique, c'est pas méchant du tout, c'est l'ordre du dictionnaire. D'accord? Donc ce qu'il faut, c'est que j'ordonne les mots dans l'ordre, comme dans l'ordre du dictionnaire. Je vois les mots et puis je dois comparer les lettres de la première jusqu'à la dernière et les placer dans l'ordre décroissant. Dans l'ordre croissant, pardon. Donc je dois les mettre dans l'ordre croissant. J'ai oublié de préciser, mais ça sera l'ordre croissant. Ok. Donc vraiment, là, je vais prendre tous les mots qui sont ici, puis je vais les ordonner. Alors... et c'est là où on voit qu'il y a une certaine importance à avoir ordonné totalement les lettres de l'alphabet. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'importance. Jusqu'ici, je n'étais pas obligé d'avoir un ordre total sur l'ensemble des lettres de mon alphabet. Maintenant, à partir de maintenant, pour pouvoir faire ce calcul de transformer le bureau scolaire, j'ai besoin que les lettres de l'alphabet soient totalement ordonnées. Ok, donc alors je cherche d'abord le plus petit, hein, donc évidemment le plus petit je vais le trouver en regardant tous les mots qui commencent par 1, et il n'y en a qu'un seul qui commence avec un 3 par rapport aux autres qui commencent à 4, et il n'y a aucun qui commence avec 2, donc le plus petit mot ça va être 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 1, 4.
Alors maintenant que j'ai fait celui-là, je le barre. Et puis le suivant. Alors le suivant, ça va être l'un de ces deux-là, et ça va être celui du haut. 1, 4, 1, 3. C'est bien plus petit que 1, 4, 1, 4. Là, cette lettre-là, 4 est plus grand que 3. Donc c'est celui du haut que je vais mettre d'abord. 1, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4. Et encore une fois, je vais faire en sorte, encore une fois, que la première lettre coïncide en écrivant les choses, que la deuxième lettre coïncide, et ainsi de suite. Bon, donc celui-là est fait. Et donc il me reste celui-là à faire. 1, 4, c'est le dernier qui commence par 1. 1, 4. Donc 1, 4, 1, 4. 1, 3, 2, 2, 3. Bon, très bien. Alors maintenant, je dois regarder les mots qui commencent par 2. Donc les mots qui commencent par 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-là et j'ai celui-là. J'en ai que 2. Et le plus petit des deux, il est facile à voir. Là, j'ai 2, 2, là, j'ai 2, 3. Donc, c'est 2, 2 qui va l'emporter. Je vais donc avoir 2, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 3. Et ensuite, je vais avoir 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 2. Ok, donc ça c'est bon, les deux, je les ai fait ici. Maintenant, je regarde les mots qui commencent par 3, j'en ai également 2, et j'ai d'abord 3, 1 qui arrive avant 3, 2. Donc j'ai 3, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 2. Ensuite, j'ai le 3, 2, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1. Voilà, j'ai fait ces deux mots-là. Il m'en reste 2, et le plus petit des deux, je le vois, c'est celui-là, 1, 4, 3. Ici, 4, 1, 3, pardon, 4, 1, 3, et ici j'ai 4, 1, 4. Donc le plus petit des deux, c'est celui-là, donc je vais mettre d'abord celui-là. Donc 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 1. Et le dernier, c'est donc celui tout en haut, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1. Bon voilà, donc je viens de terminer l'étape 2. Je viens d'ordonner tous les éléments dans l'ordre lexicographique, dans l'ordre croissant lexicographique, tous les éléments de ma classe de conjugaison. Eh bien, la transformée de Burrows-Wheeler du mot, on va écrire BWEW, s'obtient en lisant les lettres, les dernières lettres de chaque mot. Donc les dernières lettres de chaque mot en suivant cet ordre. Cet ordre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je vais regarder ici, c'est pour ça, c'est pas pour rien que je les ai mis d'une certaine manière, que j'ai placé mes lettres d'une certaine manière. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste lire la dernière colonne. Et là, vous remarquez quelque chose de super sympa qui vient de se produire, donc je suis content, les calculs se sont bien produits comme je le voulais, parce que j'avais préparé un petit peu cet exemple en amont. Eh bien, Burrows-Wheeler du mot, ça me donne 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1. Et vous remarquerez que toutes les lettres sont dans l'ordre décroissant. Bon, c'est ça la définition de mot parfaitement amassant. Un mot parfaitement amassant, c'est un mot tel que son image par Burrows-Wheeler va donner les lettres de ce mot dans l'ordre décroissant. C'est ça la définition. Donc, définition. Un mot W dans sigma étoile sera dit, et je vais le mettre en jaune, parfaitement amassant si et seulement si deux choses. La première, c'est que W est primitif. Et la deuxième, c'est que les lettres de la transformée de Burrows-Wheeler, donc BW de W, sont placées
dans l'ordre décroissant. Oups, dans l'ordre décroissant. Et décroissant au sens large. Donc c'est-à-dire pas décroissant strictement. Et donc les calculs qu'on vient de faire viennent de prouver que W1 est un mot parfaitement amassant. Et donc mot parfaitement amassant, je vais l'abréger MPA. Mot parfaitement amassant. Ok, alors voyons si vous avez bien compris ce qui s'est produit. Je vais faire la même chose pour W2. On va voir ce qui se passe. Alors bien sûr, on peut gagner un peu de temps. On peut très bien faire les classes de conjugaison et essayer de deviner dans quel ordre on va les mettre. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais faire les étapes 1 et 2 en même temps pour gagner un peu de temps. Alors, on va faire maintenant refaire mes calculs avec W2. Donc ici 1, 3, 1, 2, 2, 1. Alors si je les mets dans l'ordre croissant, les éléments de la classe de conjugaison, je vais avoir la chose suivante. 1, 2, 2. Ah non, je ne vais pas avoir 1, 2, 2. Le premier, c'est pas lui. Le premier, c'est 1, 1. 1, 1, 3, 1, 2, 2. En mettant le 1 ici. Ensuite, si je commence le mot à partir de ce 1 là, je vais avoir le suivant. 1, 2, 2. 1, 3, 1. Ok. Le suivant, je vais avoir 1, 3. 1, 2, 2, 1. Donc c'est-à-dire c'est le mot lui-même. Le suivant, ça va être un mot qui commence par 2. Et je vais avoir 2, 1. C'est celui qui est plus petit. Donc 2, 1, 1, 3, 1, 2. Puis le suivant, ça va être 2, 2. C'est ça, 2, 2, 1, 1, 3, 1. Et puis le suivant, c'est celui avec 3. C'est la dernière. Donc 3. Donc j'ai 3, 1, 3, 1, 1. Je suis en train de me demander si je vais bien placer le 1 en fait. Non, c'est 3, 1, pardon, c'est 3, 1, 2. Ouais, c'est ce que je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est 3, 1, 2, 2. J'ai peut-être loupé une conjugaison là. Je suis en train de me demander. Parce que j'ai pas celui qui finit par un 3. Pourquoi j'ai pas celui qui finit par un 3 ? Bon, alors 3, 1, 2, 2. Donc celui-là, c'est le dernier de toute façon. 3, 1, 2. Ah, c'est ça. Oui, d'accord, ok, j'ai compris. L'erreur, elle est là. Voilà, c'est 1, 3 ici. Ok, désolé, elle est là l'erreur. Elle est là l'erreur parce que vous voyez, là, je commence ici, j'ai 1, 2, 2, 1, 1, 3. Voilà, donc elle était là, mon erreur. Donc là, c'est mieux, donc j'ai ça, ok. Tac, 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 tac. Et là, le dernier, ça va être 1, 2, 1, 1. Voilà, et normalement, les lettres, donc là, je dois avoir 3 fois 1, c'est bien le cas, 2 fois 2, 1 fois 3. Ouais, donc tout va bien. Ok. Donc voilà, donc là, je viens de réussir à les placer dans l'ordre croissant, les mots, dans l'ordre lexicographique. Et si je lis maintenant la dernière colonne, Burroughs-Wheeler de W2, c'est donc 2, 3, 1, 2, 1, 1. Et donc ce mot-là n'est pas parfaitement amassant. Donc W2 n'est pas MPA. Ok, un autre exemple qui n'est pas parfaitement amassant, c'est un exemple plus simple, c'est 1, 1, 1 par exemple. 1, 1, 1, si vous calculez sa transformée de Burroughs-Wheeler, vous allez obtenir la même chose. Donc si vous faites BW de 1, 1, 1, vous allez obtenir 1, 1, 1. Et là vous vous dites, chouette, là les lettres sont dans l'ordre décroissant. Oui, mais vous oubliez une hypothèse, il faut que le mot soit primitif. Et ici, 1, 1, 1 n'est pas primitif. Donc ce mot-là n'est pas MPA. W3 n'est pas un mot parfaitement amassant. Bon ben voilà, alors je vais arrêter la vidéo ici, parce que ça fait déjà pas mal de substance.
pas mal de choses concernant les mots, les choses qu'on peut faire avec les mots, et puis 2-3 notions autour des mots, je pense qu'on est déjà pas mal. Et avoir atteint ce but de définition de mots parfaitement amassant, c'était le but que je m'étais fixé. Bon voilà, j'espère que cet épisode, donc ce premier épisode de cette saison 2 vous a plu, que voilà, ça vous donne envie d'essayer de suivre un petit peu ce qui se passe pour cette saison 2, peut-être un peu plus que la saison 1. Mais si vous vous dites, ah oui, là il m'a pas encore parlé d'algèbre aimable, là il essaie de me tendre une perche en essayant de dire, voilà, regardez, ça c'est pas trop méchant, venez. Vous en faites pas hein, pour la partie algèbre aimable. Je vais essayer de dire moins de choses que ce que j'avais raconté dans la saison 1. Je vais en parler, évidemment, puisque c'est le cadre que je me suis fixé. Mais je vais en parler de manière totalement différente. Enfin, je vais essayer en tout cas d'en parler de manière totalement différente. Il y aura des choses bien évidemment similaires parce que je ne peux pas passer à côté. Mais il y aura des choses qui vont être totalement différentes sur les algèbres aimables. Et j'espère vous convaincre que travailler avec les algèbres aimables par la suite, c'est tout à fait intéressant. Et puis voilà. Donc là, j'espère vous avoir fait plaisir en vous montrant un petit peu de combinatoire de mots qu'on peut faire en recherche, hein. Donc il y a des choses qui sont encore en recherche autour des mots parfaitement amassants et autour également des mots, donc d'autres types de mots qui existent, qui s'appellent par exemple des mots de Christoffel, des mots de Markov, des mots, voilà, il y a plein de types de mots, de combinatoires de mots qui sont derrière, qui peuvent être derrière cette notion. Donc il n'y a pas que cette notion, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'autres types de notions de mots qui existent et qui sont étudiés dans ce type de combinatoire. Et nous, on va se focaliser sur ces mots parfaitement amassants. Alors le mot parfaitement amassant, c'est parce que, de manière très éloignée, j'en parle un petit peu parce que j'en ai déjà fait mention lors d'un exode-call. Ces mots-là sont liés, mais de manière peut-être assez lointaine, à des algèbres amassées. Donc j'avais eu l'occasion de parler d'algèbres amassées à la suite d'un exercice de call qui était un exercice lié à des olympiades. Et pour la méthode de résolution de cet exercice, c'était assez proche d'une autre méthode qui existait pour résoudre des équations diophantiennes avec les nombres de Markov. Je ne sais plus le numéro de l'exode-call, mais je le mettrai en lien dans la description, si ça vous intéresse de rejeter un coup d'œil. Mais en fait, je ne vais pas en parler ici, mais il y a un lien très lointain entre les mots parfaitement amassants et les algèbres amassées. C'est pour ça que le mot amassant apparaît. Après le mot parfaitement, là c'est important de le mettre parce que apparemment, de ce que j'ai cru apprendre, il existe également une notion de mot amassant tout court. Et ici, là on demande un tout petit peu plus apparemment que ce que c'est un mot juste amassant. Donc on va continuer à parler vraiment de parfaitement amassant. Mais je ne donnerai pas la définition de mot amassant ici. Juste on va travailler avec cette notion de mot parfaitement amassant. Bon voilà, alors j'ai vraiment terminé maintenant. Donc comme d'habitude, hein, si les vidéos de la chaîne vous plaisent et que vous pensez que ça peut être intéressant pour quelqu'un d'autre, pour un camarade ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou des retours concernant cette vidéo. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, donc soit autour du point recherche, ou soit autour des exode-calls ou petits exode-calls. Sur ce, bonne journée à vous et à très bientôt. Salut à tous!